Sommes-nous d'accord aujourd'hui, les débats avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valérie, je ne vous vois pas. On dirait Léon Zitrone. Je ne vous vois pas, on a cassé mes lunettes. Cette séquence qu'on voit dans beaucoup de bêtisiers. Voilà, puisque vous êtes à distance, mais nous avons une connexion parfaite. C'est comme si vous étiez avec nous. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et on peut vous lire sur votre blog Vue du droit. Gilles Platrène ne devrait pas tarder à arriver. Il est maire. Raïch, vous êtes analyste politique, bonjour. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour Valérie. Bonjour. On va parler de cette motion de censure qui sera déposée par le PS. On va parler aussi des comptes de la Sécu, limiter la durée des arrêts maladie. Et puis, question très importante, pas de moratoire sur les énergies renouvelables. Est-ce une bonne nouvelle? Vous avez peut-être entendu Henri Proglio qui est assez sévère sur le sujet. Et puis, comme vous êtes là, Jean-Claude Beaujour, on pourra parler évidemment des États-Unis, de leur intervention dans le conflit Israël-Iran, une paix fragile. Est-ce que ce matin, on entend dire que les complexes n'ont pas été détruits, les complexes qui étaient chargés d'enrichir l'uranium? Bref, on parle de tous ces sujets avec vous. Régis, on commence avec vous? Allez, puisque je vais parler de moi. Vous savez, je crois que c'était... qu'est-ce qui disait ça? Parlons de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'était une chanson de Guy Béard, je crois. Peut-être. Oui. De toute façon. Ouais. Alors, moi, c'est personnel. Hein. Ouais. J'avais cru comprendre que le harcèlement scolaire, et vous en parlez souvent, Valérie, était une grande cause nationale. Et j'ai appris il y a 48 heures, là je me tourne vers mon confrère, que j'étais mis en examen. Alors bon, je me demandais ce qui se passait. Et c'est une mise en examen tardive, puisque les faits qui sont visés datent de septembre 2023. Et on est en 2025, il se trouve que j'ai déménagé, je suis avocat honoraire, et donc ils ont mis longtemps à me trouver, et on m'a notifié une mise en examen pour diffamation. Parce que j'ai fait Vue du droit au mois de septembre, parce que Vue du droit, que vous citez toujours, ma chère Valérie, c'est un regard critique sur l'actualité à partir de la compétence juridique. Donc, j'avais émis quelques appréciations sur un scandale qui avait agité la France et qui avait même amené l'intervention de Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, dans une affaire assez terrible. Alors, ça concerne... Je suis poursuivi par Madame Charline Avenel, que tout le monde a oublié, et qui était rectrice de l'Académie de Versailles, qui avait bénéficié de ce poste grâce à une modification des règles, un copinage que chacun connaît vis-à-vis de... Elle est de la même promo que Macron, et elle avait déjà été mise en cause dans l'affaire Paty, mais ça, c'est pas mon affaire, c'est une autre affaire. Et l'autre affaire, c'est qu'elle avait ses services, sous sa direction, avaient adressé un courrier à des parents qui se plaignaient du harcèlement que subissait leur enfant, avec des harceleurs connus, etc. Rien ne se passait, l'administration n'intervenait pas. Et donc, ils ont reçu un courrier parfaitement venimeux, les menaçant de procédures, etc., de dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse. Et malheureusement, le petit, qui avait une quinzaine d'années, s'est suicidé. Ouais. S'est suicidé. Il y a eu un scandale qui a été provoqué par un article de Marianne, à l'époque, et une intervention de monsieur Gabriel Attal, qui a dit que le courrier était infâme. Tout simplement. Et naturellement, tout le monde a trouvé ça tout à fait scandaleux. C'était une horrible tragédie. Alors, il se trouve que, on parle parfois des enfants. Ma chère Valérie, vous le savez, je me projette, moi. Ouais. Je veux dire, le suicide d'un enfant, c'est une horreur. Ouais. C'est une vie qui est brisée. C'est fini, c'est terminé. Parce que l'enfant vous envoie un message, vous n'avez pas réussi à me protéger. Et donc vous avez mis en cause non, j'ai pas mis en cause. Non, j'ai mis en cause. Alors, mais la diffamation porte sur quoi? Mais vous allez voir. C'est-à-dire que j'ai fait mon boulot, celui de Vue du droit. J'ajoute qu'il y a plusieurs courriers ensuite qui ont été repérés
par la presse, où c'était toujours la même chose, toujours cette arrogance, cette violence, et donc celle-là ayant débouché sur une tragédie. Il y avait des problèmes il y avait des allégations d'abus sexuels sur les enfants, etc. Bon, sans que non seulement le rectorat ne bouge pas, mais envoie des lettres de menaces aux plaignants. Bien, j'ai dit, voilà, comme dans l'affaire Paty, où il y a des questions, je n'ai à aucun moment accusé Madame Avenel, j'ai dit qu'il y avait des problèmes de non-assistance à personne en danger. La preuve, la famille Samuel Paty a déposé plainte pour ça. Ce serait, paraît-il, à l'instruction. Et là, en ce qui concernait ce qui avait été fait à ces malheureux parents, j'ai dit qu'il y avait différentes possibilités d'infraction pénale, qu'il faudrait que la justice jette un coup d'œil là-dessus quand même, ce serait mieux. Et j'avais parlé de chantage au procès, etc. Parce qu'en plus, il y avait une petite astuce dans le courrier adressé par le rectorat, sous la responsabilité de Madame Avenel, il y avait indiqué: on peut déposer plainte contre vous, et en plus, nous, on paye pas les frais de justice puisqu'on a la couverture de la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Tout était horrible. Je ne l'ai pas accusé de ça. J'ai dit, ces faits-là pourraient aboutir à des qualifications, mais c'est le juge qui décide toujours. J'ai jamais dit le contraire. Oui. C'est un éditorial que vous faites. Après, elle s'est sentie diffamée. Elle a été blanchie et elle ne sera pas sanctionnée pour le suicide du jeune Nicolas. Alors attendez, Valérie, moi je veux bien. Elle aurait dû raser les murs. Elle est partie pantoufler dans le privé. On sait ce que ça vaut. On sait pourquoi ces gens-là vont pantoufler dans le privé. Ça n'a pas duré longtemps. Elle vient de réintégrer la région. Elle est à la région, oui, c'est ça. Ouais. Chez Valérie Pécresse. Moi, je pense. Elle rejoint les services du Conseil régional d'Île-de-France. Pourquoi il n'y a pas eu de poursuite disciplinaire pour cette affaire? Il n'y a pas eu d'enquête non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Gabriel Attal avait dit il y aura une enquête administrative et, si nécessaire, des poursuites disciplinaires. Le secrétariat général du gouvernement, discrètement, a classé tout ça. Bon, écoutez, je veux bien simplement s'acharner. Moi, si pour intimider, vous imaginez bien, ma chère Valérie, vous me connaissez un peu, que ça risque pas d'être le cas en ce qui me concerne. J'ai 53 ans de pratique professionnelle directe ou indirecte, et je sais ce que sont ces procédures. Mais c'est vraiment exactement la démarche qui avait été faite auprès de ses parents, qui a provoqué, parce qu'on peut pas dire le contraire, le suicide de cet enfant et cette horrible tragédie. Je suis profondément scandalisé par ce comportement, cette arrogance et cette indécence. Il n'y a pas de raison, donc faut s'arrêter parce que nous on a le journal à l'heure, donc je suis désolée de vous couper, mais on y reviendra. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous, avec Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, on vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, bonjour. Bonjour. Venez nous rejoindre. Mehdi Raïch, analyste politique, et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. On va revenir sur ce moratoire sur les énergies renouvelable qui n'a pas été entériné hier à l'Assemblée, l'Assemblée a rejeté ce texte qui devait redonner de la force au nucléaire. On va parler de ce qui se passe toujours entre Israël et l'Iran. Est-ce que c'est une paix fragile? Quel jeu joue Donald Trump? Les arrêts maladie pour sauver la Sécu doivent-ils être limités? Bref, beaucoup de sujets. Régis, je suis désolée, on ne va pas revenir parce que c'était un peu long, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous nous tiendrez au courant de ce procès. On va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mehdi, vous, c'est un coup de gueule? Oui, un coup de gueule. Alors peut-être que certains ici connaissent Anas Kazib. C'est un ancien des grandes gueules de Révolution Permanente, et il a fait un tweet que je trouve juste purement raciste, qui a été beaucoup relayé. Et donc, je le prends un peu personnellement, mais de manière générale, toutes les personnes qui ont soit des origines africaines ou maghrébines peuvent le prendre. Je vous le lis, vous ferez votre idée. Donc, encore un arabe qui lèche le sol et qui, comme par hasard, finit à la radio. Si vous cherchez un boulot et que vous êtes racisé, vous savez quoi faire. Vous aurez sûrement même le droit de sortir un livre chez Flammarion ou un truc dans le genre avec un titre du style « Ma France, moi je l'aime ». Vraiment, des fois, vaut mieux en rire tellement ces gens sont des mascarades. De qui il parle? Il parle de Redouane Kourak, que je connais pas du tout. Et moi, c'est
c'est pas tant ce que dit Radouane, ce que je connais pas et ce qui m'intéresse, ce qu'il dit ne m'intéresse pas, c'est le propos proprement dit d'Anas Kazib, c'est-à-dire qu'il assigne des gens à une identité. Une personne, par exemple, comme moi, je suis arrivé à Sud Radio il y a un an, je fais un peu de CNews, c'est uniquement parce que j'ai travaillé dans ma vie. C'est pas parce que je suis l'arabe de service qu'on m'a mis ici. Non. Si je suis capable d'exprimer mes idées, c'est pas parce qu'elles sont dignes d'une identité. Je suis ce que je suis, je fais ce que j'ai envie de faire, et personne n'a droit de m'assigner à une couleur de peau, à une origine supposée ou un fantasme identitaire. Et en plus, je trouve que c'est de la bêtise crasse, puisque pour moi, tout ce qui touche pour moi au racisme ou à l'essentialisation est essentiellement basé sur l'ignorance de ce qu'est l'autre. C'est les négations de l'autrui, de l'individualité. Et je tiens quand même à dire à Anas Kazib que, ce qu'on appelle le Maghreb, les Maghrébins ne sont pas des Arabes, les Arabes ne sont pas des Maghrébins. Aller dire à un Algérien ou à un Amazigh, pour ceux qui connaissent ce qu'est un Amazigh, il y a les Berbères, il y a les Amazighs en Afrique du Nord. Amazigh, ça veut dire homme liba. Allez dire à un Amazigh ou un Berbère qu'il est un Arabe. Vous allez voir sa réponse, comment il va réagir. Donc, ça me heurte. Je pense que ça peut heurter beaucoup de personnes, et pas forcément des personnes d'origine africaine ou autre, de se retrouver essentialisés et de nier leur travail ou de la manière dont ils ont pu arriver et la manière dont ils arrivent à s'exprimer dans les médias. Donc, pour moi, peu importe ce que dit Radouane, c'est juste le propos d'Anas Kazib que je trouve purement dégueulasse à ce titre-là, et je trouve que c'est un racisme pour une personne qui, elle, se présente comme antiraciste et qui fera beaucoup de mal à cette cause qui, elle, doit être portée de manière juste et légitime. Vous avez aussi le tweet d'Aymeric Caron au lendemain de la fête de la musique, tout à fait, qui se plaignait des débordements et en disant la fin de ce qui était très juste dans ce qu'il dénonçait sur les casseurs, les dégradations. Je ne sais pas si vous avez vu dans quel état est Paris aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui. Et il disait, je précise que ce sont des blancs que j'ai vu. Oui, mais maintenant on voit tout via un prisme de couleur. Oui, c'est profondément raciste de dire une chose tout comme à fait. ça. On est en train de racialiser racialiser, les gens utiliseront le terme qu'ils voudront, le débat public. Et moi qui est profondément attaché à l'universalisme républicain, c'est-à-dire de ne pas de voir les gens en fonction de ce qu'ils font, pas de ce qu'ils sont supposés être. Mais c'est un danger terrible. Qui sont racistes. Oui, c'est un propos purement raciste. Pour moi, c'est un propos purement raciste. C'est aussi pardon, dévier un tout petit peu, mais la France insoumise qui veut faire de la censure sur certaines personnes, qui veut empêcher, je répète, Salon du Livre, où des élus éléfistes ont demandé à ce que Christine Kelly et Marc Menand de CNews ne soient pas invités. Enfin, je veux dire, on en est quand même là. Oui, on peut penser à François Picmal. Il me semble que l'information est sortie hier. Alors après, c'est un propos rapporté, donc je me garde j'ai quand même une certaine sécurité sur ce sujet où il dit je ne veux pas battre tout sur ma liste. Oui, absolument. Voilà, ça je l'ai entendu, mais c'est effarant. Oui, on est dans un drôle de... Oui, vous voulez réagir peut-être? La suite logique de ça, Gilles Platret, c'est pas simplement l'expression de l'intolérance ou du sectarisme, c'est les blocs contre les blocs. C'est-à-dire qu'il y a une logique guerrière en fait dans ces paroles qui sont absolument radicales, elles sont assumées, celles que vous avez citées tout à l'heure. Et l'idée est effectivement de contraindre chacun à rester dans un groupe pour préparer peut-être demain des affrontements beaucoup plus durs. Vous avez raison de défendre l'universalisme républicain. La France a dans son histoire, dans sa philosophie politique, tous les outils pour que chacun y adhère, mais comme individu, certainement pas comme membre d'un groupe. Et tous ceux qui renvoient à un groupe, quelle que soit l'origine du groupe, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi... fantasmagorie sur le groupe blanc de la part de Caron et des autres, ne font qu'en réalité préparer et approfondir des césures, des crevasses, des fossés entre la société. Et la seule issue, hélas, à tout ça, si ça devait prospérer encore, avec toutes ces tentatives, c'est l'affrontement des groupes les uns contre les autres. Donc c'est la négation. Vous savez, la France est déjà passée par des périodes de guerre civile. C'est pas un fantasme, ça fait partie de notre histoire. C'était sous d'autres critères que des critères liés à la couleur de la peau. C'était pour des critères religieux en particulier. Et ça a été absolument sanglant. Donc je crois qu'il faut le dénoncer, et vous avez raison, comme en principe, comme contraire à tout l'idéal républicain français, mais il faut le dénoncer aussi comme une menace
sur l'unité de la nation et la paix civile. Et c'est le vrai danger, me semble-t-il, est là. Alors, Monsieur Piquemal, François Piquemal a démenti. Il a démenti ses propos. Il a répondu à Marianne, c'est le journal Marianne. Votre journaliste ne m'a jamais appelé avant la parution de cet article. Évidemment, je n'ai jamais tenu les propos qu'on m'attribue. Selon Marianne, ces paroles ont été rapportées par plusieurs sources évoluant dans l'entourage de François Piquemal, etc., etc. Je ne doute pas que Marianne apportera peut-être des précisions sur ce qu'on est en train de dire. Pardon, Jean-Claude. Évidemment, en complément de ce qui vient d'être dit, moi je pense qu'il y a 2 ou 3 choses que nous pourrions faire. Tout d'abord, je refuse de justifier de mon appartenance ou de mon implication dans la République et ses valeurs. Je refuse d'être en situation où je devrais expliquer, convaincre. Je n'ai pas à convaincre l'autre. Ouais. C'est un état de fait. Je suis français dans ses droits et ses obligations et je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Ça, c'est la première chose. Donc dire, oui, un tel c'est ci, la telle religion, etc., ça, je laisse les gens dans leur démonstration. Et je dis bien, c'est en complément de tout ce qui vient d'être dit. Je laisse les gens dans leur démonstration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a des groupes. Moi, ce que je constate aussi bien en France qu'à l'étranger, c'est que ce sont des groupes minoritaires, mais extrêmement actifs. Donc ils occupent l'espace et malheureusement ceux qui partagent les valeurs dont je viens de parler, qui ont été rappelées autour de cette table, nous sommes en quelque sorte silencieux et je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Platré, c'est de dire ça existait dans l'histoire. Donc il ne faut pas se dire que les choses sont acquises, que notre pays vit paisiblement et qu'il n'y a rien à faire. Non, nous devons être extrêmement actifs, plus vocaux et merci à vous de nous donner la parole parce que vous savez très souvent on a tendance à dire oui mais un tel est modéré, on vous décrédibilise parce que vous auriez une parole apaisée et qui soit dans le prolongement de ce que nous défendons majoritairement. Et c'est là notre responsabilité, c'est de continuer à dire, nous qui sommes la majorité, mais une majorité silencieuse, nous devons justement nous battre. Et merci encore Valérie de nous donner la parole. C'est ce que je voulais dire à ce sujet. Petite pause de pub, je vous donnerai la parole Régis, parce que c'est un sujet important et effectivement on en parle assez peu malgré tout dans les médias. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Et on est ensemble de retour avec vous. Alors, je ne vous censure pas, cher Régis. Vous vouliez réagir à notre débat ou à ce qu'exprimait il y a quelques instants Mehdi sur effectivement cette espèce de segmentation de scissures et d'anathème qui est jeté de caractérisation. C'est un arabe, c'est un noir, c'est un et d'où on parle, c'est insupportable. Non mais ça me heurte et ça me choque parce que je veux dire, je dis ça souvent, privilège de l'âge, Valérie, c'est-à-dire que moi j'ai connu un autre monde auparavant, où effectivement tout n'était pas simple, mais la France avait une capacité d'intégration et même d'assimilation parce que il y avait le travail, il y avait la famille encore, il y avait l'armée, et puis il y avait l'école, qui étaient des outils d'intégration. Et pour moi, le français, quelle que soit sa religion, sa couleur, etc., c'était un frère. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et ce qui me choque le plus, finalement, je suis d'accord avec ce qui a été dit autour de la table. Bon, je veux pas aggraver mon cas en matière de droit de la presse et dire ce que je pense d'Anas Kassib, c'est pas la peine, mais bon. Le problème, c'est que chacun plaide pour sa paroisse. Émeric Caron, qu'est-ce qu'il dit ? Il a bien vu les vidéos de la fête de la musique. Alors c'était probablement celle qui était prise au Châtelet, où il y avait énormément de noirs. Et donc, mais il s'est senti obligé par rapport à sa clientèle. Il s'est senti obligé de dire ça. Le problème, je pense pas que la France soit raciste. Elle est divisée, elle est en tension, incontestablement. Il y a un problème lié à la maîtrise de l'immigration, avec les conséquences que l'on connaît, je pense en particulier aux questions d'insécurité, etc. Mais pour autant, je constate qu'il y en a qui spéculent là-dessus. Ouais. Les uns pour parler à ceux-là,
par clientélisme politique, et d'autres qui vont appuyer sur cet aspect, celui du défaut de contrôle de l'immigration, pour dire il faut se méfier des étrangers, il faut se méfier des gens de couleur, etc., etc. Donc, malheureusement, la classe politique n'a pas beaucoup de scrupules et de sens moral. Alors, c'est très facile pour moi de dire ça, mais enfin, voyons, quel besoin avez-vous de monter les communautés les unes contre les autres pour essayer de grappiller des voix. Le gars qui dit il n'y aura pas de Batou, d'ailleurs il n'y a pas de communauté. Non, il y a des communautarisme, oui, mais c'est dangereux. Et je partage votre opinion, mon cher confrère. C'est que mais dans ce que vous avez décrit, ce qui m'a le plus choqué, c'est je ne veux pas de Babtou tête de liste au municipal. Non mais pardon, quoi. Alors il l'a démenti, mais à suivre donc avec nos confrères de Marianne. Ouais. On va avancer avec vous, Jean-Claude. C'est un sujet que je voulais qu'on évoque. Ce sont les airbags Takata. On en avait déjà parlé ici avec vous. Scandale d'État, on peut dire. Scandale. Alors je ne dirais pas d'État, mais on va revenir, scandale au moins industriel. Et j'en suis même à me demander, là je prends la précaution verbale, est-ce qu'on n'est pas dans de la mise en danger volontaire de la vie d'autrui? Je dis bien, je mets entre guillemets, pourquoi? Parce que tout cela n'est pas récent. Depuis 2014, le sujet est posé. Et je sais notamment que le parquetier, membre du parquet du tribunal judiciaire de Guadeloupe, a eu l'occasion de me dire que c'était un sujet parce qu'il y avait eu plusieurs accidents et que ces airbags avaient été mis en cause. Or, on constate que pour la énième fois, il faut rappeler des véhicules. Il y en a 800 000 qui sont appelés. Ça fait 1,7 million de véhicules qui sont rappelés. 2014-2025, ça fait quasiment une décennie. Donc, lorsqu'on ne sait pas, on peut dire on ne sait pas, c'est un accident. Lorsque l'on sait et que les éléments sont réitérés, je pense qu'on prend les précautions. On a l'obligation, le devoir de prendre les précautions nécessaires pour ne pas mettre la vie d'individus, de nos concitoyens en danger. Récemment, une jeune femme de 36 ans a été tuée dans l'Hexagone des suites de l'explosion de l'airbag. Donc oui, il va falloir que, moi j'ai presque envie de dire, je suis pas parlementaire, mais il faudrait une enquête parlementaire pour savoir où est-ce qu'il y a eu un loupé dans la chaîne de sécuritaire, parce qu'on parle de sécurité. La sécurité, c'est aussi celle-là. Lorsqu'il y a un incident industriel qu'il est réitéré, eh bien l'exercice public, l'ordre public doit se mettre en œuvre pour que on ne laisse pas passer cela. C'est complètement scandaleux. Il faut que toute la lumière soit faite sur cette histoire. Parce que ça fait un moment, il y a eu un formidable reportage sur France 2 qui doit toujours être disponible. Je crois que c'était dans le cadre d'envoyé. Je crois que c'est un envoyé spécial. Et ce que vous aviez souligné la dernière fois qu'on en avait parlé avec vous, Jean-Claude, c'est que c'était des morts aux Antilles. Oui, absolument. Et que quelque part, il y avait un côté, oui, c'est parce qu'il y a un effet sur la chaleur qui fait que ces airbags se dégradent plus avec l'humidité. Comme c'était des morts aux Antilles, on n'a pas pris les choses forcément très au sérieux. Les morts ne se valent pas. Alors, c'est là où ça fait un peu le lien avec la conversation que nous avions tout à l'heure. Absolument. Lorsque vous avez, et je dis bien, lorsque vous avez sur des sujets comme cela, vous n'apportez pas la réponse aussi rapide et définie et précise. On peut comprendre qu'un certain nombre de nos concitoyens aient le sentiment, à juste titre, qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Et cela, vous voyez, c'est complètement le genre de situation qui fait le grain, qui fait le lit de certains comportements extrêmes où on travaille sur les communautés en disant, vous voyez, on aura vite fait de dire, vous voyez, vous êtes des citoyens de seconde zone, des Français de seconde zone, parce qu'on n'a pas pris la mesure qu'il fallait. Donc là, il appartient à l'autorité publique, il appartient au ministère des Transports de prendre les choses en main et d'apporter les réponses qui s'imposent. C'est la décision donc de rappeler
de 1 700 000 véhicules, de les immobiliser, interdiction de circuler. Ça a été pris après la mort d'une jeune femme à Reims. Oui, c'est ce qu'on est en train. Il y a eu 18 morts, 18 morts et 25 blessés, des blessés assez graves. Oui, ça dure depuis 2014. Absolument. Mais regardez le document d'envoyé spécial, puisque les ingénieurs qui ont mis au point ces airbags racontent, ils sont menacés parce qu'ils racontent comment ça a été fait pour des questions d'économie. Et donc, en plus, il n'y a rien pour indemniser les gens qui sont immobilisés. J'ai une question bête, parce que moi, je ne suis pas avocat, mais qui est le responsable dans ces cas-là? L'autorité publique qui, finalement, est en procédure, ça ne va pas plus loin, ça dure depuis 2014, etc. Ou l'entreprise? Alors, on va être deux à vous répondre, mais très rapidement. En fait, vous mettez en cause toute la chaîne de responsabilité, c'est le juge qui dit, en fonction des faits. Là, pour l'instant, nous n'avons qu'une connaissance, j'ai envie de dire, éloignée du dossier. Il faut rentrer après, et c'est le travail du tribunal. Mais en règle générale, vous mettez en cause toute la chaîne de commandement. Tous ceux qui, à un titre ou à un autre, auraient pu soit prendre une décision, soit ont agi, et puis le juge tranche, en fonction des éléments du dossier. Régis ? Alors, voilà, une première observation avant de revenir sur le droit, c'est une question pratiquée. Première observation, c'est économique. Regardez ce qui arrive à Boeing. Boeing est en énorme difficulté parce que aujourd'hui, ce sont les financiers qui commandent dans les entreprises, et que la sécurité, avant c'était les ingénieurs, et la sécurité est considérée comme un coût anormal qui pèse sur les résultats de l'entreprise. Quand ce sont des grandes boîtes, c'est des résultats semestriels. On a un vrai problème. On a un vrai problème d'organisation économique. Deuxièmement, sur le plan juridique, alors pour répondre à la question, il y a deux voies. Il y a la première voie qui est la mise en danger délibérée d'autrui. On oublie en général de rappeler la suite du texte, c'est par la violation manifestement délibérée de règles particulières de sécurité et de prudence prévues par la loi. Ça veut dire que ces airbags, ils obéissent à des à des normes extrêmement strictes, et toutes les défaillances, souvent volontaires, parce qu'il faut gagner du temps, parce que ça, sont des violations d'obligations particulières. Et là, sans qu'il y ait de dommages, sans qu'il y ait un accident, on peut poursuivre et on doit poursuivre. Enfin, en ce qui concerne la responsabilité quand il y a un accident, le système français, c'est un système où on peut poursuivre le responsable direct. Par exemple, c'est un accident de voiture, celui qui l'aura provoqué, le chauffard, etc. Mais également tous ceux qui ont contribué à la réalisation du dommage. C'est-à-dire qu'on peut chercher. Et s'il y a une aggravation liée à un airbag défaillant, les fournisseurs doivent être appelés dans la cause, poursuivis, et s'ils ont commis des négligences, parce que là c'est pas une violation délibérée, c'est simplement une négligence qui est demandée, ils doivent être condamnés. C'est pour ça que j'ai dit toute la chaîne. Dernière question. Oui, excusez-moi, je termine. Dernière question, la responsabilité de la puissance publique, évidemment, puisque ils font partie de ces auteurs indirects, eux aussi. Enfin, ils peuvent faire partie. Donc, s'ils n'ont pas fait leur boulot de contrôle, ils ont contribué à la réalisation du dommage et ils doivent être poursuivis. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de l'Iran. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous dit pas sur tous les sujets de société, de politique. C'est dans Berkoff, dans tous ses états. À tout à l'heure, à midi. Êtes-vous d'accord? Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Donc on a parlé de ces airbags, du scandale de ces airbags, et regardez si votre véhicule est concerné. Gilles Platresse a un coup de cœur qui va nous amener à parler de l'Iran. Oui, je voulais vous parler ce matin de la diaspora iranienne, parce qu'on en parle peu, elle est présente, c'est quelques dizaines de milliers de personnes en France. Il se trouve que menant la mission sur l'entrisme de la République islamique d'Iran en France, j'ai appris à la connaître, et j'ai beaucoup de personnes que j'apprécie énormément.
Elle est évidemment dans de grandes souffrances en ce moment parce que elle est d'abord souvent issue de ces familles qui ayant été pourchassées et pour certains d'ailleurs en partie massacrées par Khomeini à partir de 79, ont trouvé refuge en France. Ce qui me touche dans cette diaspora, c'est qu'elle est ultra française. Elle est allée très très loin dans le processus d'assimilation. Les parents disant aux enfants nés en France, maintenant vous parlez le français, et même si vous pouvez apprendre le farsi, vous devez d'abord vous intégrer. Certains sont même allés jusqu'à se convertir au catholicisme. C'est assez incroyable, en quittant la religion musulmane. Et ils ont vraiment un regard sur notre pays qui est d'abord très touchant quand on parle d'assimilation comme on l'a fait tout à l'heure. Mais un regard en même temps très inquiet. Ils sont inquiets en ce moment parce que tout en soutenant Israël dans sa volonté d'empêcher les mollahs, les gardiens de la révolution de nuire et de déstabiliser toute la région par la possession de l'arme nucléaire, ils voient bien que malgré tout, des bombardements font des victimes chez eux. Mais leur grande inquiétude, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la situation en France. Parce que beaucoup nous disent, on est en train de voir les mécanismes qui ont amené Khomeini au pouvoir en Iran en 79 se remettre tranquillement, je dis bien tranquillement, c'est-à-dire sans que personne les conteste vraiment, en place en France. Il faut savoir une chose, c'est que on parle beaucoup depuis quelques années de l'islamo-gauchisme. Oui. Mais en fait, la théorie consistant à marier et allier les partis d'extrême gauche et les mouvements islamistes est né en Iran dans les années 20 dans le parti communiste iranien. Et donc ce mécanisme qui d'ailleurs a abouti à ce que très rapidement l'extrême gauche iranienne qui avait aidé Khomeini à prendre le pouvoir en 79 soit rayée de la carte parce que bien sûr un islamiste qui prend le pouvoir ne tolère plus rien d'autre que ce qui est conforme à sa lecture du Coran et donc l'extrême gauche est balayée comme tout le reste. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont très inquiets de cela et surtout très inquiets de l'absence de réaction de la France par rapport à ces menaces. Donc je pense qu'il faut écouter en réalité la diaspora iranienne. Elle a des choses à nous dire. Bien sûr, l'histoire ne se répète jamais exactement de la même façon, mais un orage est plus vite tombé, un éclair tombe plus vite dans un ciel d'orage. Et je crois qu'il y a des leçons à tirer de cette communauté. Là, pour le coup, je l'appelle comme telle parce que elle est née véritablement de la diaspora. Oui. Et je crois que voilà, il faut les entendre. Est-ce qu'elle est unie, cette diaspora? Parce que j'entends des voix un peu différentes chez les Iraniens qui s'expriment aujourd'hui, en l'occurrence sur les différentes antennes. Je pourrais être assez sévère. Moi, je vois aussi des éléments de langage qui partent de l'ambassade d'Iran. Ouais. Oui, d'accord. Je vais être très clair. Le problème que nous avons en France, c'est que nous tolérons... Alors, ce qui est extraordinaire, vous avez entendu il y a quelques jours le ministre des Affaires étrangères répondre avec véhémence à une députée LFI sur, en gros, vous négligez les horreurs que commet le régime de Téhéran. Mais on avait envie, après avoir écouté le ministre, on avait envie d'une part de l'applaudir et de lui dire, mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a encore une représentation diplomatique de l'Iran en France, alors que les États-Unis ont réglé la question depuis longtemps? Et en fait, à partir de l'ambassade d'Iran, des mots d'ordre, grâce à de généreuses invitations, des soutiens, des prix, des bourses, etc., permettent d'envoyer dans l'opinion publique des mots d'ordre. Et on le voit bien en ce moment, depuis le début du conflit, on sent très très clairement que l'ambassade a redoublé d'ardeur et que tous ses soutiens montent sur les plateaux pour essayer de dire que finalement, si les mollahs tombent, c'est le chaos, que tout ça est une guerre injuste. On a même eu un communiqué des frères musulmans qu'Alain Égyptien la semaine dernière qui appelait à l'union avec l'Iran et à la fusion des deux causes palestiniennes et iraniennes. Ça veut dire qu'on va avoir des échos chez nous aussi, évidemment. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment entendre le double jeu de certains et essayer de le décrypter. Oui, alors je ne sais pas qui veut réagir. Jean-Claude, après. Oui, moi je voudrais effectivement, alors le fait qu'il y ait l'ambassade d'Iran laisse passer un certain nombre de messages et ça ne serait pas le premier pays avec lequel nous ne sommes absolument pas d'accord et qu'il y a une représentation diplomatique, c'est pour moi pas le plus grave. On va simplement revenir aux faits et je partage évidemment les mêmes conclusions puisque je connais un petit peu un certain nombre d'Iraniens à Paris. Je pense à mon ami Fahimé Robiol qui est assez connu et qui fait avec Fahimé depuis de très nombreuses années. On travaille beaucoup en faveur des femmes iraniennes et afghanes. Deux choses. La première, c'est qu'il faut se souvenir que le régime des mollahs fait régner la terreur
meurt en Iran et que un tiers des Iraniens, alors que c'est un pays qui a beaucoup de richesses, un tiers des Iraniens vivent dans la pauvreté. Donc, quel que soit ce qu'on peut, en dessous du seuil de pauvreté, quel que soit ce que l'ambassade d'Iran peut dire, il y a un certain nombre d'éléments très objectifs. C'est un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est tout sauf un régime où les gens peuvent s'exprimer. C'est une population qui est muselée et on n'a qu'à lire les ouvrages très intéressants de votre collègue journaliste Arfi, etc., pour pouvoir se rendre compte de la réalité. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, oui, j'ai entendu comme vous qu'effectivement les Iraniens souhaitent que les choses changent et qu'on chasse le régime des mollahs. Mais pas forcément pour retrouver le fils du chat. Exactement. Et les gens ne comprennent pas forcément. Donc l'idée pour eux, d'après ce que je comprends, c'est de trouver là où les 2-3 personnalités qui vont pouvoir représenter effectivement une autre page, permettre d'écrire une autre page de l'histoire iranienne. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Ils étaient favorables au bombardement israélien et ils nous disent on veut aussi que ce soit le peuple qui s'exprime plutôt que ce soit véhiculé exclusivement de l'étranger, même s'il faudra un peu d'aide des Occidentaux parce que le régime des mollahs tient bien la boutique. Oui, c'est le point. Alors, je pourrais rebondir sur beaucoup de choses, donc je vais essayer de faire très condensé. Il y a par exemple une association dont on parle pas assez. Alors, on parle beaucoup de Mona Jafarian, de Fahma Azadi, mais il y a aussi l'association We Are Iranian Students, qui est de Aïda Tabakoli, qui elle aussi, par exemple, est dans une ligne assez différente de Mona Jafarian, mais c'est aussi une ligne qui est pour moi très importante. Et sur la situation, on parle beaucoup de la situation des Iraniens en France, et pour moi, il y a plein de voix différentes dans cette diaspora. Il faut toutes les entendre, mais s'il y a bien une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est qu'ils détestent le régime des mollahs. Et c'est là où ils l'ont surtout subi. Ils l'ont surtout subi. Vous parlez des manifestations. On a vu certains drapeaux iraniens fleurir des fois dans des manifestations dernièrement. Ça va continuer. Je peux vous l'annoncer avec le communiqué des frères musulmans. Et on aura de plus en plus de drapeaux palestiniens avec drapeaux iraniens. Alors, quand vous parliez notamment du parti Toudé, qui était le parti communiste, le parti Toudé, effectivement, a servi de socle en Iran. Après la révolution de 79, il y a eu ce qu'on a appelé le massacre le 4 septembre 78, si je ne me trompe pas, sur la place Janet, où il y a eu 100 à 150 morts, et c'est ce qui a finalement cristallisé, ce qui a permis aux mollahs de prendre le pouvoir au début 79. Et en fait, ce qu'on peut voir, moi ce qui m'inquiète, c'est que on parle beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Pour moi, c'était carrément un peu une victoire des mollahs, mais on ne parle pas de ce qui va se passer pour les Iraniens eux-mêmes. C'est-à-dire que pour moi, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé en Irak au début 91. Saddam Hussein a été particulièrement affaibli. Il a quand même continué à régner. Et là, la population iranienne, ça a été une décennie horrible pour elle. Ensuite est venue la guerre en Irak en 2003. Et ça a été encore un énorme bouleversement pour la société iranienne. Aujourd'hui, ceux qui vont payer pour moi, ce sont les Iraniens sur place. Bien sûr, ça a commencé. Ça a commencé, la répression va être terrible. Dans le sang. Ça va être terrible, ça va être terrible. Mais ça a commencé. Des exécutions. Rappelez-vous, en 2017, le grand mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est pas juste un slogan, Femmes, Vie, Liberté. C'est pas un slogan, c'est un vrai mouvement social avec un pays jeune qui veut aspirer à la liberté. Il y a 80% des Iraniens qui sont classés dans les générations les plus récentes, si je puis dire. Et c'est un pays à qui on a volé son identité. Les mollahs ont volé l'identité des Iraniens. En tout cas, voulons la faire parenthèse, parce qu'elle reste quand même vivante sur place. Je voudrais qu'on avance. Oui, Régis. Alors, 2-3 petites observations. Bon, je suis en désaccord avec beaucoup des choses qui ont été dites. Je vais juste me contenter de faire des remarques et puis je vais produire un témoignage. Ma première remarque concernant le danger islamiste, moi je ne pense pas qu'il y ait un islam. Je pense qu'il y a des islams. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait les Amazighs et les Kabyles en Afrique du Nord. C'est parfaitement exact. Ils sont aussi musulmans. Donc, il y a les musulmans sunnites, il y a les duodécimains, etc. Donc, je pense que l'Iran, c'est une civilisation ancienne et qui est très particulière. Ça, c'était ma première observation. Jean-Claude, la situation économique, oui, c'est vrai. C'est vrai, il doit y avoir, j'imagine, avec la bourgeoisie du bazar, il doit y avoir des captations, mais ça fait 40 ans qu'ils sont sous sanction. Ça n'aide pas, alors qu'ils ont des ressources, etc. Ça n'aide pas. Alors, il y a probablement des responsabilités du régime, mais il faut pas oublier ça quand même. Faut pas oublier ça. Hein, ils sont État paria au niveau international. Je termine par le témoignage. Je termine par le témoignage. Effectivement, la révolution de 79 a été
extrêmement dure, ça a été une violente, et c'était pas 150 morts, c'est 400. Et je vais vous dire pourquoi je le sais. Non, sur la place de Janet, c'était 150 morts. C'était aujourd'hui 400. la place Mais des peu importe. Oui. Bon, je peux dire. On va pas faire cette comptabilité. Non. Ce que je peux dire concernant, et cette révolution, elle a mangé ses enfants. C'est vrai que tous les gars du Toudé ont été mis en détention. Après, il y avait les Moudjahidines du peuple, etc. On va pas refaire toute l'histoire. Mais donc vous venez... Oui, attendez. Sur l'histoire, moi, je veux bien qu'on vienne nous dire que les Iraniens, dont je rappelle que la Palme d'Or du Festival de Cannes vient dire « Moi, je soutiens mon pays », alors qu'il a fait un film dissident, bon, c'est comme ça. Mais moi, j'ai des souvenirs précis. Je travaillais, mon cher Jean-Claude, sur la solidarité internationale dans des ONG importantes. C'était l'époque de Pinochet, c'était l'époque de l'Amérique centrale. Il y avait encore Franco, c'était les colonels en Grèce. Le pire régime depuis 1953 avec la SAVAK, tous mes confrères le plus âgés me le disaient, c'était l'Iran. L'Iran était une dictature féroce et atroce. Donc, effectivement, ils sont passés d'une à l'autre. Entièrement d'accord. Mais il faut pas oublier quand même, effectivement, on va pas faire l'histoire, dites-vous Valérie, mais il faut pas oublier quand même l'histoire de ce pays. Juste un mot, je ne dis pas cela, Régis. Je dis simplement, et je voudrais juste rappeler une chose, c'est que dans un pays où les gens souffrent, bien sûr, je sais qu'il y a les mesures, les sanctions, mais quand vous avez une telle richesse et que vous avez un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, que vous avez la police des mœurs, la police des mœurs, vous ne pouvez pas simplement dire il ne se passe rien, que ce sont les autres. Et donc on peut comprendre que le peuple en est juste assez. Je ne suis pas en train de dire qu'avant c'était merveilleux et que depuis 40 ans c'est le drame. Mais pourquoi on est copains comme cochons avec l'Arabie Saoudite qui a également une police des mœurs? Moi je veux bien, mais au bout d'un moment... Faut pas faire de fausses analogies. Oui, si elle est fausse, par conséquent, elle est fausse. On doit marquer une pause de pub et on se retrouve dans un instant. Je voudrais qu'on parle quand même de Donald Trump. Le programme nucléaire est mort, c'est ce qu'il affirme. C'est pas ce qu'il se dit en Iran. Où est la vérité? On en reparle dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Valérie Expert. Alors, on va parler des États-Unis, de cette paix éclair. Le nucléaire iranien est mort, c'est ce qu'affirme Donald Trump. Alors, je voulais juste vous faire écouter ce qu'a tweeté cette nuit le président Trump. C'est une parodie de la chanson des Beach Boys. Vous savez, cette chanson Barbara Ann. Et là, ça s'est transformé en Bombe Iran. Bombarder l'Iran avec des images. Si vous avez l'occasion, allez voir ce clip, écoutez. On va vous mettre dans une boîte. Oncle Sam, enfin c'est le président des États-Unis qui tweet ce truc-là, quoi. Alors dans le même temps, je voyais sur BFM que les Iraniens ont fait un clip sur la guerre en Lego. Donc on est bien barré avec ces gens. C'est déjà mieux que de s'envoyer des missiles. Oui. Je ne vais pas jouer les anciens, mais ce sont des sujets trop sérieux. Moi, je laisse. Bien sûr. Non, mais c'est même quand pas. même alors ça pourrait faire sourire, mais si on ne parlait pas d'armes nucléaires, de si mort, on ne parlait de pas guerre. de mort, et puis surtout parce que je vais aussi répondre à votre question, Valérie, c'est surtout si on n'était pas, enfin, on n'avait pas le sentiment que les problèmes ne sont pas réglés. On nous dit que ça y est, et le président a dit ça y est, on a bombardé. Oui, il a été bombardé. Maintenant, personne n'a vu. Oui. Je vous rappelle que le Parlement iranien, qui n'a d'ailleurs que très peu de pouvoir en Iran, n'a pas autorisé ou n'autorise pas les inspecteurs à venir voir. Nous ne savons pas ce qui a été bombardé précisément. En tout cas, on ne sait pas si l'objectif final a été atteint. Donc, on ne peut pas dire. Enfin, moi, je ne pourrais pas vous dire de manière assurée que, à l'instar de ce qu'a dit le président Trump, qu'il y a plus de sujet. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose.
il y a un cessez-le-feu et c'est une bonne chose parce qu'on oublie souvent que dans les guerres, ce sont des morts, des victimes, etc. Pour autant, ça ne veut pas dire que les Iraniens ne vont pas riposter à un moment donné. Moi, je crains... Vous croyez que c'est une paix fragile ? Oui, la paix est très, très fragile. La réalité, c'est une paix fragile. Vous savez, on ne peut pas, sur des sujets comme ceux-là, soyons sérieux, on ne peut pas dire qu'en 12 jours, les choses sont réglées, et ce d'autant qu'on n'a pas, en tout état de cause, côté iranien, on n'a pas un pouvoir qui se dit « je reviens sur ma doctrine ». Puisque non, il y a un caractère messianique à tout ça. Mais oui, je reviens sur ma doctrine parce que la paix serait durable que si le pouvoir iranien disait bon, ok, on va revoir nos relations avec les pays de la région et en reconnaissant Israël et en ne disant pas on va. Pour eux, ça serait un suicide. Ah ben, oui, parce qu'ils ont basé la République théocratique d'Iran là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que c'est une paix précaire, fragile, puisqu'effectivement la doctrine fondamentale n'a pas changé. Tant qu'elle ne changera pas, vous n'aurez pas, le vrai problème, c'est le régime. On y revient. Mais oui, tant qu'elle ne changera pas, vous n'aurez pas de stabilité. Vous l'avez dit, c'est théocratique, mais il y a vraiment une idée de messianisme. Voilà, moi, je vous dis, je serais beaucoup plus prudent que le président qui a 100 000 fois plus d'informations. Je suis J'ai d'accord, la faiblesse de penser qu'il a plus d'informations, mais en termes de bon sens, moi je serais beaucoup plus prudent sur cela. Pour moi, tu as raison, c'est une paix très fragile. Et puis il y a là aussi, moi qui me dérange aussi un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on ouvre des conflits un peu partout. Enfin, il y a des conflits qui s'ouvrent partout dans cette région. On est un peu dans une stratégie chaotique, je trouve. On se pose pas la question de l'après. C'est-à-dire qu'on ouvre il y a des fronts qui s'ouvrent, c'est le mot que je cherchais. Donc ça implique une certaine méthode qui est une méthode militaire. Mais sur l'après, comment on réfléchit ? C'est là qu'on retombe sur le sujet de que vont devenir les Iraniens eux-mêmes. C'est-à-dire que en ouvrant ce conflit directement, et il peut être légitime comme c'est le sujet du nucléaire derrière, mais comme les mots là ne tombent pas finalement et qui restent en place, c'est la population qui va subir. Gilles Plattret. La vraie question, c'est les buts de guerre. Oui. Voilà. Pour le moment, on nous a annoncé effectivement une destruction des capacités d'enrichissement et donc d'obtention à un délai rapproché, dans un délai rapproché de la bombe nucléaire pour l'Iran. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un autre but de guerre qui est caché et que les déclarations que vous jugez un peu fantaisistes de Trump, alors je ne veux pas être son défenseur ici, mais Donald Trump est tout sauf un irrationnel. Il joue provocation, parce que ça, il a très bien su le faire, notamment pour regagner le pouvoir, mais c'est qu'il a une idée derrière la tête. Donc ça veut dire que là, il met une pression nouvelle sur l'Iran. On est passé donc d'un état de guerre que les Américains ont fait cesser par les bombardements en profondeur. Je ne sais pas si ça a fonctionné partout. Il faudra des inspections internationales à condition qu'on les amène sur les vrais sites et pas ceux qui sont sans doute planqués du côté d'Ispahan ou ailleurs. Mais il n'en reste pas moins que si Trump fait ça, c'est que il est déjà dans une autre phase. La pression maximale, l'Iran a fait savoir qu'elle acceptait de revenir à la table des négociations. C'est tombé il y a quelques heures. Donc il leur dit gentiment qu'en fait, le cessez-le-feu, c'est pas la fin de la guerre et qu'il peut rebombarder à tout moment. Donc c'est complètement rationnel. Ça nous choque parce que c'est pas dans nos méthodes. Franchement, une chanson détournée pour parler de sujets aussi graves, ça peut être choquant. Mais son jugement, en tout cas sa méthode, est totalement rationnelle à mes yeux. Je suis complètement d'accord. Alors après, moi, ma vraie question, c'est est-ce que le but de guerre ultime, c'est ou pas le changement de régime ? Je pense que ça ne peut passer que par un soulèvement du peuple iranien, parce que sinon, ça veut dire une intervention américaine ou israélienne au sol qui me semble exclue pour le moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Shah. Et le Shah n'était pas du tout accepté par une grande partie de la population. Donc on verra le but ultime, mais je pense en tout cas que Trump, même s'il nous choque, est complètement dans sa logique et qu'elle n'est pas irrationnelle, contrairement à ce que j'entends trop souvent. Alors, on est d'accord. Régis. Oui, alors j'allais vous dire, Valérie, joker. Pourquoi joker ? Parce que personne ne peut procéder par affirmation. On ne sait pas, faut que la poussière retombe. Il y a ce que dit, alors prêter une rationalité à Trump, pourquoi pas ? C'est pas mon cas, hein. C'est pas mon cas. Je suis ça d'assez près. Je suis abonné au New York Times et au Washington Post que je reçois tous les matins. Donc oui, je me demande ce qui s'est passé. Quel a été le rôle des Russes ? J'apprends, et ça, je pense que c'est à peu près établi, que les bombardements
sur les bases américaines du Qatar, et puis je sais plus où est en Irak, les Américains ont été prévenus. C'est pas la première fois qu'ils jouent à ce petit jeu. Il y a, je pense que Poutine a joué un rôle assez important dans cette question du cessez-le-feu. Moi, moi j'attends que la poussière retombe avant de me prononcer. Non, juste une petite remarque. C'est vrai qu'ils sont messianiques, les Iraniens, mais en face, Ben Gvir et Smotrich sont pas mauvais non plus. Moi, je veux bien. Donc, non, c'est un cessez-le-feu qui, pour l'instant, est un cessez-le-feu. Et là, vous avez, Gilles, parfaitement raison. La question des buts de guerre, quant à aller sur le terrain. Faut voir ce que c'est que l'Iran. C'est 80% de montagne, et les Irakiens s'y sont déjà essayés. Vous imaginez les Américains amener 1 200 000 hommes, c'est ce qu'il faudrait. Ça paraît inimaginable. Je suis d'accord là-dessus. Non, bien sûr. Mais c'est impossible. C'est impossible. Donc, j'espère que ce cessez-le-feu va se poursuivre. J'espère qu'on pourra peut-être rentrer dans des processus permettant d'apaiser et d'aboutir à la paix, mais je suis pas vraiment optimiste. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. On n'aura pas eu le temps de traiter les autres sujets, mais c'était néanmoins très intéressant. C'est de la censure. Voilà, c'est de la censure, absolument. Si vous avez besoin d'un avocat, je suis votre homme. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.